Bien, bonsoir à tous, chers collègues. Ouverture de la séance, je désigne Clément Mézergue, secrétaire de séance. Absent, excusé, qui ont donné pouvoir à... Alors Thierry Dubreuil d'abord, absent, excusé, a donné pouvoir à Serge Flao. Thierry Diremer a donné pouvoir à Gilles Boye. Joël Massy à Régis Emerio. Virginie Vidoretta à Delphine Flora. Natacha Bochen à Audrey Combier. Sophie Carrère à Marc Boisseau. Frédéric Malville a donné pouvoir à Aline Fontaine et Ludivine Grasse-Piquet a donné pouvoir à André Vessière. Approbation du procès-verbal de la dernière séance du 6 décembre. Y a-t-il des remarques du côté de l'opposition sur ce procès-verbal? Très bien, le procès-verbal est donc adopté. Les registres vont circuler pour signature. Et donc c'est parti pour ce petit conseil municipal. Première délibération à l'ordre du jour au sujet d'une APCP pour les autorisations de programme donc, et de crédit de paiement pour les deux opérations 39 et 49 relatives à la médiathèque. La parole est à Yannick Clavier. Je t'en prie, Yannick. Merci. Bonsoir. Donc effectivement, concernant la médiathèque, comme évoqué lors du dernier conseil municipal du 6 décembre, l'ensemble des travaux n'a pas pu être facturé sur l'année 2022, donc on a transféré des paiements de 2022 à 2023. Alors pour mémoire, en décembre, on avait dit que pour l'année 2022, on prévoyait de payer 2 60 969 €. On n'a payé que 2048 218, soit 12 751 € qui bascule donc de 2022 à 2023. Et il a fallu rajouter un peu la main à la poche pour 3 points. Sur la partie bâtiment, la viabilisation du terrain, donc la connexion à différents réseaux, eau, assainissement, fibre, téléphonie, pour une somme de 17 300 €. Un système de vidéoprotection et un système de contrôle d'accès à la médiathèque pour un montant de 11 434 €. La charpente sur le lot 2, la charpente métallique, pour un montant de 19 616 €. Et comme les coûts globaux de la médiathèque augmentent, les coûts d'honoraires de maître d'œuvre augmentent aussi à hauteur de 8 000 €, soit une augmentation de 56 350 € qui seront donc payés sur l'année 2023. Alors qu'on avait prévu de payer 285 000 lorsqu'on avait présenté la PCP au mois de décembre. Donc 285 000 plus les 12 751 € qu'on bascule de 2022 à 2023, plus les 56 350 € en plus sur 2023, ça nous donne un reste à payer sur 2023 de 354 101 €. Sur la partie équipement, pas d'augmentation du prix global. On reste toujours sur 583 000 €. Il y a juste des ajustements entre 2022 et 2023 sur le paiement. Et donc on transfère du paiement qui aurait dû être fait en 2022 sur 2023. Voilà pour la PCP de la médiathèque. Très bien, merci Yannick pour cette présentation très précise. Y a-t-il des observations au sujet de cette APCP? C'est OK pour tout le monde. Très bien, je la passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Deuxième délibération à l'ordre du jour, s'agissant cette fois-ci d'une demande, deux demandes au pluriel, de subvention auprès de l'État au titre de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux pour 2023. La ville d'Ison porte quelques projets d'investissement en 2023 qui auraient pu en partie être réalisés en 2022, mais qu'on n'a pas pu réaliser. On sollicite l'État donc au titre de la DETR pour deux projets. D'abord la création d'une halle sportive et d'un skatepark à proximité immédiate de l'école et de la médiathèque. C'était un premier projet qu'on a commencé à annoncer l'année dernière. Et donc on espère bien qu'en 2023, nous allons pouvoir le réaliser. On sollicite la DETR à hauteur de 175 000 €, sachant que la DETR est plafonnée à 35% de 500 000 € maximum.
et que ce projet est, en tout cas, premier devis, nous donne la somme rondelette de 709 000 € hors taxe, sachant que les devis datent un peu et qu'il est probable qu'avec cette inflation qui nous entoure, on en est pour peut-être 800 000 € à l'arrivée. Donc on sollicite la DETR à hauteur de 35%. Je précise qu'on va également solliciter l'Agence nationale du sport comme on l'avait fait l'année dernière, cette fois-ci à hauteur de 461 000 €. L'année dernière, on avait pris une petite piqûre, on peut le dire. On avait obtenu gain de cause auprès de l'ANS pour un deuxième projet, bien moins coûteux, alors qu'on espérait qu'ils nous répondent favorablement sur ce premier projet. On repart au combat auprès de l'ANS en espérant que l'ANS reconduise d'abord son règlement d'intervention, ce qui est loin d'être acquis, puisque à ce jour, ce règlement d'intervention pour l'année 2023 n'est toujours pas connu, n'a toujours pas été diffusé. On en prendra connaissance a priori fin mars. Et donc on devrait savoir, je pense au cœur de l'été, si l'ANS va nous accompagner ou pas sur ce projet de halle sportive et d'un skatepark en partie couvert. Je précise que ce genre d'infrastructure sportive manque cruellement à Izon. On a presque 7000 habitants. Et donc on a absolument besoin d'infrastructures sportives supplémentaires. J'ajoute que ces infrastructures sportives profiteront non seulement aux associations présentes, avec qui on entretient des très bons rapports. Je me suis entretenu notamment à plusieurs reprises avec le bureau du club de basket, qui est très demandeur de cette nouvelle structure. Et cette structure pourrait également profiter aux pôles scolaires et périscolaires. Et donc, ça serait évidemment une valeur ajoutée au cadre de vie isonnais. Et s'agissant du skatepark, vous connaissez comme moi l'appétence de la jeunesse isonnaise pour ce genre de sport urbain. Et donc on espère bien pouvoir doter Ison d'un skatepark de qualité. Voilà. Ça, c'est le premier projet, demande de DETR à hauteur de 175 000 €. Et puis le deuxième projet concerne l'aménagement de la route départementale de 142 sur l'avenue du Maréchal Delatte de Tassigny. Cette fois-ci, un projet qui a été évalué il y a à peu près un an à 709 154 €. Là aussi, il est très probable que les prix aient augmenté en raison de l'inflation, mais enfin, en tout cas, on part sur cette base et on sollicite la DETR à hauteur de 30% de 500 000 €, c'est-à-dire toujours rebelote à hauteur de 150 000 €. Je précise au sujet de Delatte de Tassigny qu'on a reçu confirmation cette semaine de la part de Jean Galland, conseiller départemental et vice-président au département en charge des infrastructures routières. On a reçu confirmation de ce que le département nous accompagnerait en 2023 pour refaire le tapis de roulement de la route départementale. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Espérons maintenant que nous allons obtenir cette DETR et que ce projet de réfection de voirie, nécessaire une fois encore compte tenu des nuisances subies par les riverains de ce côté-ci, disons, sur l'entrée est, espérons donc que ce projet verra le jour en 2023. En tout cas, on fait tout pour, conformément, je le précise, à la parole que l'on a donnée à ces riverains. Y a-t-il des questions peut-être au sujet de ces demandes de subvention? Des questions? Oui, Madame, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le maire. Alors, deux questions sur chacune, une question sur chacune des dépenses prévues. D'abord, on s'étonne un tout petit peu de l'enveloppe sur le skatepark et de la demande de financement pour l'ANS, puisque du coup l'autofinancement de la commune sera très faible. Est-ce que cela ne sera pas un frein, comme ça l'a été l'année dernière, sur la demande Alors, moi je suis les préconisations des services de l'État, et quand les services de l'État, en l'occurrence les services de la sous-préfecture, nous indiquent qu'on peut y aller, en tout cas, puisque c'est ce que font toutes les communes voisines, on serait bien idiot de ne pas y aller. Et donc si on me dit qu'il y a une petite chance qu'on soit à un autofinancement de 20%, je me dis autant saisir cette chance, ça ne coûte rien, ça peut rapporter gros. Évidemment, si votre question c'est de savoir s'il est réaliste que le reste à charge de la commune soit aussi faible, sincèrement je suis sceptique. Mais il n'empêche que je tente le coup parce qu'à notre place, en tout cas à ma place, n'importe lequel d'entre nous tenterait le coup dès lors qu'on nous invite à tenter le coup. Donc on tente, évidemment, on ne s'attend pas à avoir un tel taux de subventionnement à l'arrivée, mais on tente quand même le coup, comme nos voisins. Ça, c'était sur le premier projet. Sur le deuxième projet, quand nous l'avons vu en commission l'autre jour, sur la partie technique du projet, le chiffre qui nous a été annoncé était quand même sérieusement plus élevé. Sur le coût des infrastructures avenue Maréchal Delatte de Tassigny.
Et du coup, est-ce que si ce coût est beaucoup plus important, est-ce que ça modifiera la subvention ou la demande Absolument de pas. DETR? Alors, d'abord, je réponds à votre deuxième question, la plus importante, je crois, c'est que le taux de subventionnement DETR est plafonné à 500 000 euros maximum. Et donc, dans la mesure où il est plafonné à 30% de 500 000 euros maximum, on ne pourra pas de toute façon obtenir davantage que 150 000 euros de la part de la DETR. Ça, c'est une première chose. J'ajoute que le règlement d'intervention DETR qui nous est parvenu il n'y a pas très longtemps n'est pas très... on va dire que tous les feux ne sont pas au vert. Voilà. Alors là encore, on a échangé avec les services de l'État qui nous ont dit, compte tenu de l'urgence qu'il y a à sécuriser, à apaiser la circulation sur l'entrée est, disons, tentez le coup. Donc une fois encore, on tente le coup. Mais je ne vous cache pas que voilà, je ne suis pas sûr de moi s'agissant de ce que la DETR pourrait nous aider sur ce projet. Mais en tout cas, on tente le coup. S'agissant du coût qui a été abordé en commission, puisque ce projet a été discuté en commission à plusieurs reprises, sauf erreur de ma part, le coût qui vous a été communiqué était un coût TTC. Là, vous avez des coûts hors taxe. Donc, c'est peut-être ce qui explique le delta dont vous parlez. Et puis ensuite, je l'ai dit en commission, les devis sur lesquels, à partir desquels on travaille sont des devis qui datent d'il y a quelques mois. Et il ne vous a pas échappé qu'en ce moment, tout grimpe, à commencer par les travaux de voirie. Donc, on s'attend évidemment à potentiellement un prix total, en tout cas, augmenté d'une bonne centaine de milliers d'euros, hors taxe. J'entends, hors taxe. D'accord. D'autres remarques au sujet de cette demande de subvention du côté de l'opposition? C'est OK? Très bien. Je passe donc cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Troisième délibération à l'ordre du jour. Toujours une demande de subvention auprès des services de l'État, cette fois-ci au titre du FIPDR, soit le Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Donc là, c'est très simple, c'est classique, même pour Ison. Dans le prolongement de la signature du contrat de sécurité intégré, donc rappelez-vous, j'ai signé le CSI en décembre 2021. Dans le prolongement donc de cette signature, l'État s'est engagé, continue de s'engager à nous soutenir financièrement pour les projets de développement de la vidéoprotection. Et donc, on revient cette année avec comme ambition d'installer 8 nouvelles caméras sur Ison qui sont situées sur des points sensibles, on va dire, en tout cas des points stratégiques. Il s'agit de densifier le maillage de la commune en matière de vidéoprotection et de combler quelques trous qu'on a encore dans la raquette. Et on a procédé à cette localisation en lien avec les services de la gendarmerie qui nous ont fortement conseillé d'installer des caméras à tel ou tel endroit. Ces 8 nouvelles caméras verront le jour d'abord à l'intersection de la rue des Gabots, de la rue du Sablonnat et de la rue de la Grave. Ensuite à l'intersection de l'avenue des Prades et du chemin de l'ancienne voie romaine. Ensuite, pour la troisième, du côté de l'avenue du Maréchal de la de Tassigny, au croisement avec le chemin du Passage, donc sur la départementale toujours. Ensuite, sur l'avenue du Général de Gaulle, le croisement de Gaulle-Huchamp, rue de Carreau. Et enfin, sur le croisement entre l'avenue des Anciens Combattants et toujours la départementale 242. On en a pour un montant total hors taxe de 42 000 euros. On est sur une demande de subvention à hauteur de 50% auprès du FIPDR, soit 21 256 euros. Et il restera en autofinancement, donc 21 256 euros. Ça, c'est pour l'extension du périmètre de vidéoprotection. Et puis ensuite, on adresse également une demande de subvention pour doter nos agents de la police municipale de 2 nouveaux gilets pare-balles tactiques pour un montant total de 922 euros avec 500 euros de subvention espérée. Y a-t-il des questions peut-être au sujet de cette demande de subvention? Oui, monsieur FIPDR. le maire, une petite question, s'il vous plaît. Alors déjà, est-ce que vous avez un retour sur les bienfaits de la vidéoprotection sur la commune? Est-ce qu'avec la gendarmerie, vous avez pu établir des chiffres? Des chiffres, je ne les ai pas en tête. En tout cas, on a les félicitations des services de l'État, à commencer par les services de la gendarmerie qui ont pu élucider quelques affaires grâce donc à notre système de vidéoprotection qui, par ailleurs, et ça on a du mal à le chiffrer, qui par ailleurs joue un rôle de prévention, puisque là où il y a des caméras, on peut espérer qu'il y ait un peu moins de délinquance qu'en temps normal. J'ajoute que ces caméras nous ont également servi à identifier certains acteurs d'incivilité sur la commune, malheureusement trop fréquentes, et que quand on arrive à identifier une personne coupable d'incivilité, je reçois cette personne très
très cordialement dans mon bureau et qu'en général, les mois qui suivent, cette personne se tient plutôt à carreau. Donc oui, il me semble en tout cas que le bilan est plutôt positif. Et pour répondre à votre question, les services de l'État, gendarmerie en tête, nous félicitent de notre système de vidéoprotection. Et puis une deuxième question. Il y a quelques mois de ça, nous avons voté l'extinction de l'éclairage public une partie de la nuit, en particulier en raison du coût et aussi pour des raisons écologiques. Là encore, est-ce que le fait d'installer les caméras, je crois que ça oblige à laisser l'éclairage public allumé? Vous me confirmez? Là, vous posez publiquement une question qu'on a eu l'occasion d'aborder en commission, et donc vous avez déjà la réponse, mais puisque vous m'adressez cette question publiquement, je vais vous apporter une réponse publiquement. Pour des raisons techniques, en effet, madame n'était peut-être pas présente, mais enfin, en tout cas, c'était abordé en commission, c'est certain. Pour des raisons techniques, en effet, certains tronçons sur la ville ne peuvent pas faire l'objet d'une extinction de l'éclairage public dans la mesure où les caméras de vidéoprotection sont branchées en quelque sorte sur le même réseau électrique. C'est un point sur lequel on avait attiré notre attention dès le départ, et c'est quelque chose qu'on assume parfaitement. Pouvoir déconnecter le réseau qui alimente l'éclairage public et le réseau qui alimente les systèmes, les caméras de vidéoprotection, supposerait que l'on dote chacun des points de contact d'éclairage et de vidéoprotection d'une armoire particulièrement dédiée aux caméras de vidéoprotection. Il faut disjoindre en quelque sorte les armoires, faire en sorte qu'elles soient plus communes. C'est précisément ce qu'on a commencé à faire en 2022. Nous allons poursuivre cet effort en 2023 et on peut raisonnablement espérer qu'au cours de l'année 2023, on pourra, sur l'ensemble du réseau de caméras vidéoprotection, on pourra disjoindre l'alimentation de l'éclairage public et l'alimentation des caméras de vidéoprotection. Donc oui, nous faisons cet effort. On en a à peu près pour 5 000 € par armoire. Ça, on a commencé à le faire et on va continuer à le faire. Je vous remercie pour ces précisions. Y a-t-il d'autres remarques du côté de l'opposition au sujet de cette demande de subvention? Je soumets donc cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie de cette nouvelle unanimité. Une demande de subvention, une fois encore, c'est le temps des subventions, le temps des demandes de subventions, cette fois-ci au titre du fonds vert, d'abord pour la rénovation de l'éclairage public à Izon et ensuite pour des travaux de rénovation énergétique sur des bâtiments communaux. Donc vous le savez, l'État a mis en place ce qu'on appelle un fonds vert destiné à accélérer la transition écologique dans les territoires. Ce fonds vert est doté pour l'instant de 2 milliards d'euros à destination des collectivités locales. Et donc, il nous est paru intéressant de nous emparer de cette opportunité, si je puis dire, pour bénéficier de subventions afin d'améliorer, si je puis dire, notre performance environnementale, notamment par la rénovation énergétique des bâtiments et par la modernisation de l'éclairage public. Ce fonds vert annonce qu'on pourrait être aidé à hauteur de 80% des dépenses. Là encore, j'anticipe votre question. Je doute fortement que l'on soit subventionné à hauteur de 80%, mais déjà, si on était subventionné à hauteur de 50%, je serais personnellement très, très heureux. On met 80%, pourquoi? Parce que sur les bons conseils de l'État, on nous a dit chargez la mule, peut-être, sait-on jamais, que ça fonctionnera. Nous avons choisi 2 axes. D'abord, je l'ai dit, la modernisation de l'éclairage public. D'une part, en renouvelant 55 foyers vétustes en LED. Et donc là, on poursuit notre plan de déploiement des LED sur l'éclairage public, sous la houlette, que dis-je, sous la houlette, ça te va, Serge? Sous la houlette de Serge Flao, qui mène ce chantier avec son panache habituel. Nous avons choisi également de tenter, je dis bien de tenter, de renouveler l'éclairage public, des terrains de football et du terrain de rugby. C'est une demande des 2 clubs concernés. On a eu plein de problèmes sur Cassignard à plusieurs reprises et ça nous coûte cher en termes de fonctionnement. Et puis par ailleurs, c'est pas économe du tout. Donc là, l'idée, c'est de profiter de ce fonds vert pour changer l'éclairage du terrain de rugby. Et puis on a une forte demande également depuis 18 mois maintenant, mais ils nous ont renouvelé cette demande ces derniers mois, de la part du FC Mascaré, qui souhaiterait doter le terrain honneur d'un éclairage à hauteur des normes régionales 1, régionale 2. Ceci pour pouvoir
le week-end faire des matchs, notamment officiels, en soirée, ce qui pourrait amener un pôle de vie sur le stade de la Naude les week-ends. Et je suis plutôt, à titre personnel en tout cas, favorable à ce que les Isonnais puissent se retrouver autour d'un match de foot le samedi soir en famille. Donc on tente l'opération dans la mesure où là il y a une opportunité d'obtenir des subventions considérables. Et puis par ailleurs, s'agissant de la rénovation énergétique des bâtiments, on a ciblé en suivant les préconisations du SDEG, notamment. Vous savez qu'on a fait réaliser un audit par le SDEG il y a 1 an et demi maintenant. En suivant les préconisations du SDEG, on a ciblé plusieurs bâtiments municipaux qui méritaient que l'on rénove d'un point de vue énergétique ces bâtiments, soit qu'il s'agisse de remplacer les luminaires, soit qu'il s'agisse de remplacer certaines menuiseries. Sont visées notamment l'école élémentaire et l'école maternelle. Sont concernés également le gymnase, la salle des fêtes, la salle de danse et la mairie. Donc on procède on a ciblé ces travaux. Il y en a pour s'agissant de la modernisation de l'éclairage public, du renouvellement des foyers vétustes et de l'éclairage des terrains de foot. Il y en a au total pour 256 000 euros et on espère être subventionné à hauteur de 80%, c'est très optimiste. Et s'agissant de la rénovation énergétique des bâtiments, on en a pour 137 997 euros et là encore, on espère être subventionné à hauteur de 80%, ce qui ferait un autofinancement à hauteur de 20%. C'est une opportunité exceptionnelle. Je profite de ce qu'on aborde ce sujet pour remercier le travail des services techniques et notamment du responsable des bâtiments municipaux qui a travaillé dans un temps record pour nous établir ces devis et je l'en remercie chaleureusement. Des remarques peut-être ou des observations du côté de l'opposition? Madame Fontaine? Monsieur Vessière? Oui, moi j'ai une remarque. J'ai échangé avec Karine, là, mais ici présente, sur les subventions de 80% en fonds verts. Il y a d'autres communes à la Cali qui splitent. Au lieu de demander 80 au fonds vert, ils demandent 40 à la DSIL et 40% au fonds vert, avec plus d'espoir d'avoir des fonds de financement. Oui, alors nous avons échangé il y a à peu près 3 quarts d'heure sur le sujet, Monsieur Vessière, et puis vous avez échangé ensuite avec Karine Longuève. Donc je vous remercie de me poser publiquement cette question une fois encore. Je répète que nous ne faisons que suivre les préconisations des services de l'État. La sous-préfecture nous a encouragés à aller sur du 80% de fonds verts. Une commune de la Cali, et pas n'importe laquelle, Ivry-Libourne, s'est aventurée à faire à la fois du fonds vert et de la décile pour le changement de l'éclairage de ces terrains de sport. C'est la liberté de Libourne. En tout cas, on a encore vérifié juste avant ce conseil municipal. C'est bien la seule commune qui l'ait fait. Et toutes nos voisines, comme nous, ont fait du 80% fonds vert. Alors, l'explication technique, je ne l'ai pas. Comprenez que, non, moi non plus. En m'appelant 45 minutes avant le conseil municipal, je vous ai renvoyé fort logiquement sur notre directrice générale des services. Mais je n'ai aucune raison, en tout cas ce soir, de changer de braquet, si je puis dire. 80%, je les espère, mais je n'y crois pas trop, très sincèrement. Est-ce qu'on aurait pu y aller au titre de la décile, à part vous, ou à part Libourne, pour des raisons qui peuvent nous échapper, parce que c'est peut-être une question de normes du terrain, c'est peut-être que Libourne a chargé la mule sur un autre projet qui m'échappe complètement. Donc je n'ai pas l'explication là, mais je maintiens, en tout cas sur les bons conseils de Karine et de ses collègues, qu'on fait bien de cibler 80% de fonds verts. D'autres remarques peut-être du côté de l'opposition? Non, je vous rejoins sur Cassignard parce que entre les consommations vertigineuses de l'éclairage et les pannes qu'on a sur où l'ampoule, c'est 8 500 € l'ampoule, je crois, quand il y en a 2 qui lâchent là, ou 4 qui lâchent comme en ce moment, ça fait mal, quoi. Oui, je confirme qu'on investit effectivement pour moins dépenser en matière de fonctionnement. Et là, on y est à plein, a fortiori si on est subventionné à de tels taux. Voilà. D'autres remarques? Très bien, je vous remercie. Je passe donc cette demande de subvention au vote. Qui est contre? Ah, je vous en prie, Madame Fontaine. Attendez, parce que c'est moi qui ne suis pas, désolé. Sur le gymnase et sur la... Il me semble qu'on avait discuté sur des panneaux photovoltaïques pour chauffer ce gymnase qui est assez consommateur en électricité. Oui, alors on a consulté un partenaire sur la faisabilité technique de
de cette intention, il semblerait en tout cas pour l'instant que le retour soit négatif pour des questions de charge, c'est-à-dire que la charpente, pour faire très court, hein, la charpente du gymnase ne pourrait pas supporter d'être équipée de plus de 400 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, et c'est l'échelle en deçà de laquelle on ne peut pas aller, sinon il n'y a aucun porteur de projet qui va nous accompagner. Pour remédier à ce défaut structurel presque, on envisage, et là aussi on en a parlé, on vous en a parlé en tout cas, on envisage de doter le parking à côté du gymnase d'une ombrière photovoltaïque qui pourrait peut-être remplir la même fonction. Je dis bien peut-être parce qu'on a un doute sur la pertinence économique de faire de l'autoconsommation. Il peut être plus intéressant, pour des raisons que je ne vais pas détailler ce soir, de réinjecter tout dans le réseau à des fournisseurs d'électricité plutôt que de l'autoconsommer en partie. On envisage en tout cas, on a demandé là une étude de faisabilité sur 3 sites, d'abord à proximité du gymnase et de l'école, ombrière photovoltaïque, et on en profiterait pour refaire en partie le parking qui est en face de l'école maternelle qui est en bien mauvais état. Et l'opération pourrait nous aider en quelque sorte à financer cet investissement. On envisage également de le faire sur Portes, sur le parking du Boulodrome, avec un boulodrome couvert. Et enfin, on envisage de le faire également sur le stade de la Node, toujours avec pour idée de à la fois doter le parking d'ombrières et peut-être, pourquoi pas, à la Node, un autre projet qui pourrait apporter une valeur ajoutée au site sportif lui-même, en tout cas à ceux qui aiment le football. Donc on est dessus. On a un premier retour plutôt favorable de la part de ce partenaire. Maintenant, ce qu'on va faire, et ça demande évidemment du temps, c'est on va rédiger un appel à manifestation d'intérêt pour soumettre ce projet à plusieurs porteurs, et ensuite on choisira celui qui nous fait la meilleure offre. On espère le réaliser en 2023-2024. En tout cas, le cahier des charges, l'appel à manifestation d'intérêt, il a intérêt à être bouclé d'ici 2 mois. J'en parlais encore à Karine Longueff tout à l'heure. Voilà. Oui, parce que dans ce cas-là, les investissements seraient absorbés par les produits générés par les panneaux photovoltaïques. Alors, c'est-à-dire que la structure en soi, l'ombrière, si on parle de l'ombrière photovoltaïque en soi, elle ne nous coûte rien, absolument rien. Ça, c'est le porteur de projet qui le prend à sa charge. Il a son modèle économique. Et ensuite, le loyer qu'il nous paierait pourrait nous servir, je dis bien pourrait nous servir, à financer les investissements qu'on souhaite y faire dessous. Un exemple, le parking de l'école, l'ombrière ne nous coûterait rien, et le loyer qu'on percevrait de la part du porteur de projet pourrait nous permettre, je dis bien pourrait nous permettre, de financer la réfection du parking. Le boulodrome, la structure ne nous porterait rien, mais le loyer qu'il nous paierait pourrait, au conditionnel toujours, nous servir à faire un boulodrome couvert dessous. Et pour la Node, on a également un autre projet. Mais enfin voilà, c'est le modèle, c'est celui-ci. Maintenant, il faut qu'on l'affine, il faut qu'on le mette à l'épreuve des chiffres. On a déjà pour l'instant un retour plutôt positif, mais j'attends avec impatience de challenger plusieurs porteurs de projets pour voir celui qui, entre guillemets, nous rapporte le plus de loyers. Mais il ne faut pas attendre des miracles, hein. Sincèrement, les loyers sont objectivement misérables. J'étais en tout cas déçu des loyers proposés. Ils pourraient nous permettre quand même de faire des investissements, mais j'étais somme toute assez déçu des loyers proposés. Il n'empêche que c'est pas mal. Et puis par ailleurs, au-delà de cette analyse économique, il y a quand même une dimension écologique qui me paraît importante par les temps qui courent a fortiori. Et si on pouvait doter ISON d'ombrières photovoltaïques, ça serait un bon message qu'on adresserait, me semble-t-il, aux isonnés et à nos voisins. Et puis progressivement, peut-être qu'on arrivera au fil du temps à apporter des projets de développement photovoltaïque de plus grande ampleur. Et on a notamment, avec la Cali, un grand projet, vous le savez, on en a déjà discuté, tout le long de la voie ferrée, en lien avec la commune de Saint-Sulpice, sur une vingtaine d'hectares. Mais bon, on en est loin. En tout cas, on est loin du compte. Mais l'idée est là, l'ambition est là, conformément, soit dit en passant, aux engagements qu'on avait pris devant les isonnés pendant la campagne électorale. D'autres remarques ? Oui, une dernière sur la partie dépenses de la feuille que vous avez remise. Restauration scolaire, travaux d'isolation des plafonds, il n'y a pas de chiffre. Il n'y a pas de chiffre, j'ai un chiffre, mais en tout cas j'ai 43 000. Alors je sais pas, on n'a peut-être pas les mêmes chiffres, le même tableau, mais je serais très étonné. En dessous, ouais, juste en dessous. Enfin, moi je l'ai sur la bonne ligne en tout cas. Vous, je sais pas. 43 518,18, monsieur Vessière. Je ne l'ai pas non plus, mais parce que les additions sont justes, mais il y a une... En total, donc, global, c'est 137 000. Il est au-dessus, excusez-moi, ça a décalé en fait. C'est 43 518. D'accord. Donc tout est décalé, ça vient d'en haut.
Donc la salle des fêtes, c'est 2848, c'est ça? C'est ça. La salle des fêtes, c'est 2848. Tout à fait. Non, oui. Ok. Merci. Une dernière question justement concernant ces travaux à l'école élémentaire sur les restaurants scolaires. Ça s'intègre dans le projet de rénovation et d'agrandissement ou... Oui, ça s'inscrit dans le projet de rénovation du restaurant scolaire. Et en plus de mettre la cuisine aux normes, ce qui aurait dû être fait il y a quelques années, on ambitionne de mieux isoler le restaurant lui-même, la salle de restauration elle-même. Et non seulement on envisage de mieux l'isoler d'un point de vue énergétique, mais on envisage également de mieux l'isoler d'un point de vue acoustique, puisque l'ambiance sonore à l'intérieur de ce réfectoire est difficilement supportable, tant par les enfants que par nos agents, qui pour beaucoup mettent des bouchons carrément pour que ce soit supportable sur le long terme. Donc on espère faire une pierre deux coups, on a des premiers devis. L'idée est très simple, c'est de rabaisser le plafond grosso modo et de travailler à la fois l'isolation, je l'ai dit, énergétique et l'isolation acoustique. Très simple. On a choisi l'option la moins coûteuse, je le dis, il y avait plusieurs options sur la table. Pour l'instant, on est sur l'option la moins coûteuse, mais qui ne sera pas la moins efficace. C'est OK pour vous? Vous en avez d'autres? C'est bon? Très bien. Je soumets donc ces demandes de subvention fonds vert au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie de cette unanimité. 5e délibération à l'ordre du jour. Serge Flao, cher Serge, je t'en prie, tu rapportes. Oui, bonsoir. Avant de parler de la demande de subvention, je vais me rapporter quelques chiffres concernant l'éclairage public, depuis les actions qui ont été mises en place depuis 2020-2021. Avec les 55 luminaires donc, que vous a présenté Laurent, on sera à 350 luminaires sur 876 qui sont en éclairage LED, ce qui fait à peu près 40% de la commune, en sachant que la moyenne nationale de 2018 était de 10%. C'est-à-dire qu'on est plutôt bien équipé. Et ces 55 luminaires correspondent à la troisième phase qu'on avait prévue, c'est-à-dire qu'on a fait 36 la première année, 29 la deuxième, et donc il en restait 55 à faire pour arriver aux 110 qu'on avait répertoriés, qui avaient plus de 30 ans avec le SDEG. Alors par rapport à ces deux actions qui ont été menées, je vais vous donner quelques chiffres de 2020 à 2022. En 2020, on avait une consommation de 215 000 € en kilowatts. On est passé en 2021 à 153 000 et en 2022 à 116 000. En sachant qu'en 2022, donc le SDEG m'a nommé une consommation estimée sur décembre. Parce qu'ils ne l'ont pas encore, mais ils prennent la tendance, je dirais, sur les 11 mois et ils estiment le 12e mois. Et ce qui nous ferait passer un montant en 2020 de 31 756 € à 25 037 en 2021 et on serait à 22 403 en 2022. En sachant qu'en même temps, pratiquement chaque année, le kilowatt a pris 17% chaque année. C'est-à-dire que malgré les 3 fois 17, quand mal taillé, on arrive à peu près à 60%, on arrive quand même à réduire fortement la consommation et le coût. Voilà. Et par rapport à la question qu'avait posée tout à l'heure Mme Fontaine, sur ISON, nous avons 876 points lumineux, et nous avons actuellement 243 qui restent allumés liés à la vidéo. Voilà, donc ce qui fait à peu près, bon, je ne peux pas compter, mais de l'ordre de 20-25% à peu près, 30%. Voilà. Maintenant que j'ai fait donné quelques chiffres, donc je vais vous présenter la subvention qu'on va demander auprès du SDEG concernant donc, la mise en place de lampadaires concernant la médiathèque. Donc ça a été présenté en commission le 2 février 2023. Toujours pareil, par rapport à la demande faite au SDEG, on peut toujours bénéficier de 20% de subvention. Et donc, concernant les lampadaires, qui seront au nombre de 6, pour les montants des travaux hors taxes, nous serions à 19 779,79 €, 20% du montant, qui ferait 3 955,96 €, maîtrise d'œuvre à 7%, ce qui nous ferait 1 384,58 €, et ce qui nous resterait en autofinancement, toujours en hors taxes, 17 208,41 €. Voilà, y a-t-il des questions par rapport à l'éclairage public ? Merci beaucoup Serge. Je soumets donc cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre délibération à l'ordre du jour, s'agissant cette fois-ci de la CALI.
La commission locale d'évaluation des charges transférées s'est réunie le 31 janvier dernier au sujet du transfert du complexe aquatique Les Bains de l'Isle, situé à Saint-Seurin, sur l'Isle, auprès de la CALI. Donc, comme à chaque fois qu'un service est transféré, il y a lieu de réunir cette commission locale d'évaluation des charges transférées. Cette CLECT a établi un rapport qui a été adopté à l'unanimité. Et en tant que conseil municipal, il vous revient en tout cas de délibérer sur l'évaluation des charges transférées proposées par la CLECT. Je précise que les charges transférées s'agissant de Saint-Seurin s'élèvent à 272 000 €, si bien que l'attribution de compensation de Saint-Seurin sur l'Isle passerait donc de 935 434 € à 670 951 €. Y a-t-il des remarques peut-être sur ce mécanisme de la CLECT, ou sur ces chiffres, ou sur ce transfert de compétences ? La CALI le fait vraiment dans un souci de solidarité, si je puis dire. C'est-à-dire que, de fait, les habitants de Saint-Seurin accèdent moins facilement à la Calinésie que les habitants d'Ison ou de Libourne, fortiori. Et donc, il est paru qu'il y avait une forme d'équité à ce que la CALI prenne également à sa charge non pas ce complexe aquatique, mais enfin, en tout cas la piscine de Saint-Seurin, qui est dans un très mauvais état, puisque ça fait quelques années qu'elle ne fonctionne plus. Et donc, il était grand temps que la CALI intervienne avant que ce soit trop tard, en quelque sorte. Des questions complémentaires? C'est OK. Je soumets donc ce rapport de la CLECT au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre sujet à l'ordre du jour, concernant les redevances d'occupation du domaine public et les droits de place sur la ville d'Ison. Sujet qui n'avait pas été abordé depuis 2010, et donc le conseil municipal s'en empare ce soir. Il est proposé d'appliquer les tarifs suivants, s'agissant d'abord des droits de place pour le marché hebdomadaire. Donc là, pas de changement. Une place sans électricité, nous sommes pour les abonnés à 40 centimes par mètre linéaire, et pour les non-abonnés à 80 centimes par mètre linéaire. Et puis avec électricité, nous sommes à 55 centimes le mètre linéaire, et pour les abonnés et pour les non-abonnés, à 1,30 par mètre linéaire. Ça, c'est pour les droits de place du marché hebdomadaire. S'agissant maintenant des marchés gourmands, alors jusqu'à présent, on s'était calé sur les tarifs, sur les droits de place du marché hebdomadaire, l'idée étant d'attirer en quelque sorte les commerçants pour nos marchés gourmands. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les commerçants sont au rendez-vous, et la population également. Et donc, comme prévu, on décide en 2023, à compter du 15 février 2023 en tout cas, d'augmenter ces tarifs. Pour les métiers de bouche, on distingue métiers de bouche, métiers artisanaux, et puis ensuite tout ce qui concerne les associations, le conseil municipal des enfants, le point jeune ou que sais-je. Nous sommes pour les métiers de bouche à un forfait de 50 € par jour. Pour les métiers artisanaux, un forfait de 5 € par jour, autant dire qu'on offre quasiment la place. Et puis pour les associations, le comité de jumelage, le conseil municipal des enfants, l'espace jeune ou les écoles, la place est gratuite pour les soirs de marché gourmand, ce qui permettra à ces structures de venir, comme elles le font déjà, vendre des gâteaux, des boissons ou que sais-je, pour financer certains projets. Ça, c'était pour les marchés gourmands. Nouveauté, nous mettons en place une permission de voirie. Permission de voirie d'abord pour la mise en place d'échafaudage ou de clôture de chantier. Les 2 premières semaines sont gratuites, et puis ensuite on passe à un tarif de 30 € par semaine à partir de la 3e semaine, sachant que toute semaine commencée est due. Et s'agissant des bennes, nacelles, grues, engins de chantier, dépôts de matériaux ou que sais-je, on est à une redevance de 15 € par jour. Ça, c'est pour les permissions de voirie. Enfin, je continue la liste des tarifs, cette fois-ci pour les frais d'enlèvement des dépôts sauvages de déchets sur le territoire de la commune. Le fait est que l'abandon de déchets de toute nature est fréquemment constaté sur le territoire communal, ce qui est littéralement insupportable. Tous les week-ends notamment, on assiste à de telles incivilités, ce qui suppose de la part de nos agents qui passent une grande partie de leur lundi à ramasser les dépôts de ceux qui sont mal éduqués, si je puis dire. Et on a décidé en quelque sorte, si c'est possible en tout cas, non peut-être pas de partir en guerre contre ces incivilités, mais enfin pas loin. Et donc ça commence par la mise en place, d'une petite piqûre, si je puis dire, en cas d'abandon de déchets. Donc on met en place d'abord un montant forfaitaire de 300 € pour l'évacuation des dépôts.
Dès lors que cette évacuation ne nécessite pas l'utilisation d'un poids lourd, évidemment, cela suppose que l'on puisse identifier le fautif. Et ça, croyez-moi que c'est très compliqué, mais ça nous arrive d'y arriver. Et puis, on met en place un montant forfaitaire de 500 € pour l'évacuation des dépôts qui nécessite cette fois-ci l'utilisation d'un poids lourd. Et on se réserve même la possibilité de facturer au coût réel si vraiment on est confronté au besoin d'avoir recours à un prestataire en raison de la nature des matériaux à évacuer. Il n'y a pas très longtemps, par exemple, on a évacué des dizaines, si ce n'est pas des centaines de kilos d'évrites qui ont été déposés dans la palue est du côté des Prades un week-end. Ça nous a coûté très cher d'évacuer ces tôles d'évrites. Et puis j'ajoute qu'en plus de ces petits tarifs, évidemment, si on arrive à identifier le coupable, il y a évidemment la petite amende au pénal qui va avec. Et donc à l'arrivée, ça peut faire une petite piqûre, ma foi, somme toute très méritée. On le fait parce que ces incivilités sont insupportables. Évidemment, il faudra davantage que mettre en place ces sanctions pour que le fléau cesse. Petite observation, je ne vise personne, j'observe que depuis quelques mois, ces incivilités se sont multipliées. De là, établir un rapport de cause à effet entre ce que l'on nous annonce du côté du syndicat mixte de ramassage des ordures ménagères et ce phénomène, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais en tout cas, le fait est que ces dépôts sauvages se multiplient, ce que je regrette. Y a-t-il peut-être des remarques, des observations au sujet de ces redevances, de ces sanctions prévues ? Non, pas de remarques particulières. Nous souscrivons à cette démarche complètement. Très bien, je vous remercie, Madame Fontaine. Je soumets donc ces redevances au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien, je vous remercie de cette unanimité. Chère Brigitte, je t'en prie, tu rapportes. Monsieur le maire, mes chers collègues, très régulièrement, nous mettons à jour le tableau des effectifs. Donc, c'est un petit exercice que nous faisons régulièrement. Donc, sur le tableau des effectifs, nous avons les titulaires. Et nous avons maintenant obligation, et nous le faisons depuis 2 ans, de mettre à jour un tableau pour des emplois, pour des emplois donc temporaires, saisonniers, et avec une évaluation qui a été faite par le service des ressources humaines. Donc le tableau a été mis à jour, il vous a été présenté en septembre, nous l'avons voté, et puis comme il y a quelques réajustements, nous repassons ce tableau aujourd'hui, où il s'agit donc du personnel temporaire. Alors vous avez un nombre d'emplois maximal, j'insiste sur le nombre d'emplois maximal, mais nous devons donc répondre à nos engagements. Et donc c'est pour ça que nous vous présentons ce tableau, pour cadrer un peu les choses et pour que nous puissions travailler, que les services puissent avoir ce volant possible pour respirer un peu. Voilà, ce sont des agents non titulaires, des contrats temporaires, des contrats saisonniers. Et ce sont des CDD, ça peut être quelques heures. Quelquefois, il s'agit de quelques heures, notamment pour des garderies. Voilà de quoi il s'agit. Des remarques ? Très bien, je soumets cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien, je vous remercie. Brigitte, tu gardes la parole, je crois. Alors maintenant, on revient sur quelque chose de plus classique. Alors le plus classique, c'est le tableau des effectifs, celui dont je vous parlais précédemment, où là, nous avons un emploi à temps complet. Alors cet emploi à temps complet, vous savez qu'il n'est pas d'usage de donner le nom de la personne qui est employée et qui est recrutée, mais il s'agit de renforcer l'équipe, de répondre aussi à nos engagements au niveau de la médiathèque. Et nous avons donc une personne qui est recrutée au 15 février 2023. Donc il y avait le départ à la retraite de Martine et puis cette obligation qui est faite aussi par nos financeurs de pouvoir avoir l'équipe qui convient pour pouvoir faire fonctionner cet équipement. Voilà. Très bien, des questions ? Je soumets cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien, je vous remercie. La parole est à Delphine, je crois. Tu as un micro juste à côté de toi, Delphine, merci. Oui, alors cette délibération concerne la signature de la nouvelle convention territoriale globale. En fait, il faut savoir que depuis 2017, la CALI a signé avec la CAF une convention territoriale globale au service des familles, et ceci afin de renforcer les politiques publiques en direction des familles.
Auparavant, des financements étaient donnés pour les communes dans le cadre du contrat enfance-jeunesse. Or, maintenant, pour bénéficier d'un bonus territoire, il faut que les communes aient signé cette convention territoriale globale. Or, ne bénéficiaient pas n'avaient jamais signé cette convention puisque nous n'étions pas éligibles. Et maintenant, nous sommes éligibles puisque nous sommes passés à 4 jours. Et donc, nous demandons au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention afin de bénéficier de ce bonus territoire. Des questions, je vous en prie, Mme Fontaine. Oui, c'est un document extrêmement intéressant, extrêmement complet sur la commune et sur la Cali. À l'échelle de notre commune, est-ce que vous avez déjà défini des besoins prioritaires ou sur quoi se réfléchir particulièrement les ressources mises à disposition par la CAF? Alors pour l'instant, c'est sur l'accueil périscolaire le matin et le soir. Et après, il y a toute la partie parentalité où il y aurait... ça peut être des actions menées dans le cadre de la parentalité. Et du coup, sur le périscolaire, quel impact ça aura pour les familles isonnaises? Alors, pour l'instant, ça sera un impact financier, pas pour les familles isonnaises, mais pour la commune, puisqu'en fait, c'est des aides qui étaient attribuées dans le cadre du contrat enfance-jeunesse, mais c'était pour les collectivités. Or, maintenant, ce contrat n'existe plus, et c'est un moyen de la CAF, pour la CAF, d'aider les collectivités sur le périscolaire. Donc en fait, là, pour l'instant, c'est un impact, ça se substitue et ça a un impact sur la collectivité. D'accord, mais pas du coup sur le coût pour les familles à l'heure actuelle? Non. D'accord. Et dernier point, du coup, puisqu'on reparle de la CAF, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous redonner des informations d'où vous en êtes dans le litige avec la CAF? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Absolument rien n'a évolué, sinon qu'on a perdu et on paye. Voilà, concrètement. Voilà. On n'a pas exercé de recours devant le tribunal administratif, on paye, on a étalé. Je ne sais même pas si on a choisi, on avait 2 options, soit étaler sur... voilà, on va payer mensuellement à raison de 1 000 € par mois jusqu'à 32 000 €. Voilà. Donc on a trouvé un petit terrain d'entente. On aurait pu se faire aligner à hauteur de je ne sais pas combien. Et puis voilà, ils ont fait un petit effort, on va le dire comme ça. Et nous, on ne va pas au contentieux et on reste bons amis, si je puis dire. Je vous remercie pour ces précisions. Je vous en prie. C'est important de rappeler combien l'héritage peut être lourd à porter. Je soumets donc cette... délibération au vote, s'agissant donc de l'autorisation de signature de la nouvelle CTG, Convention territoriale globale, avec la CAF. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Très bien, je vous remercie. Autre délibération à l'ordre du jour, cette fois-ci s'agissant des conventions d'occupation des locaux avec les associations isonnaises pour la période 2023-2025. Gilou, je t'en prie, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Juste, si monsieur le maire me le permet, je voudrais juste faire un petit truc en aparté par rapport aux conventions sur les 10 secondes. Voilà. Donc, ça serait juste, je souhaitais excuser la non-présence, donc l'absence de Thierry Dirimer. Et je souhaitais prendre la parole surtout pour lui dire que c'est un des conseillers, bien sûr, Thierry Dirimer, notre Titi. Tout mon soutien dans cette épreuve très difficile qu'il traverse, dans sa chair qui est meurtrie. On perd trop souvent nos valeurs, à mon avis, à cause de nos engagements, de notre vie. Et on oublie vite, très très vite, ce pourquoi nous sommes ici sur Terre. Donc je tenais juste à remettre un petit peu l'église au milieu du village et à partager avec Titi et les siens toute ma peine, sa peine. Et je sais que je ne peux pas la prendre, sa peine, mais par contre je la partage à fort avec lui. Voilà. Maintenant, pour tout ce qui est des conventions, écoutez, c'est des conventions donc, avec les locaux municipaux et les locaux municipaux et les associations. C'est habituel à cette période. L'année dernière, nous avons fait aussi également avec toutes les associations, enfin quelques associations, pardon. Cette année, nous avons conventionné avec 18. Nous avons discuté, nous avons envoyé ces conventions aux associations qui ont pu en prendre note et nous donner leur accord pour signer avec eux. Et puis le seul changement par rapport aux anciennes conventions, c'est la durée, qui est au lieu d'être sur 1 an, elle est sur 3 ans. Et puis
dedans aussi, dans ces conventions, on insiste vraiment sur sur l'utilisation des fluides, qui doit être un peu plus modérée vu les temps qu'on traverse. Et vu que donc la période est difficile financièrement, dû aux événements qu'on ne maîtrise plus du tout, il paraît nécessaire que chacun, à son niveau, joue le jeu par rapport à ça, l'utilisation des fluides. Et aussi, surtout, par rapport aux demandes de subvention, j'ai vu passer des demandes de subvention qui sont extraordinaires par rapport à l'existant, quand bien même on demandait d'être raisonnable. Donc c'est dommage que tout le monde ne puisse pas jouer le jeu, mais bon, voilà, il faudra faire des choix. Donc les choix seront faits. Voilà. Et donc par rapport à ces conventions, je vous demanderai simplement de les modifier, pas de les modifier, mais de les accepter et de les valider. Des observations peut-être? Pas d'observation, M. Boisseau. C'est OK. Je soumets donc ces conventions d'occupation des locaux avec les associations au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Dernier sujet. Alors, on va faire l'objet de 2 délibres, mais dernier sujet, gros sujet à l'ordre du jour. S'agissant de la possibilité, en tout cas, d'accueillir une brigade territoriale de gendarmerie sur le territoire d'Izon. Je vais vous demander d'abord, en premier lieu, de bien vouloir me soutenir d'abord cette candidature, et puis ensuite de bien vouloir me permettre de réaliser tous les actes nécessaires pour que ce dossier voie le jour. Alors, le contexte, c'est que, vous le savez peut-être, sûrement, j'en ai parlé à plusieurs d'entre vous en commission, en tout cas, on a une annonce au cœur de l'été, une annonce gouvernementale au cœur de l'été, consistant à dire grosso modo qu'ils allaient créer 200 nouvelles brigades de gendarmerie sur le territoire national. Et une idée a germé dans ma petite tronche au sortir de l'été en me disant que peut-être qu'Izon pourrait candidater et obtenir cette brigade de gendarmerie, sachant que il me semble qu'il y a un trou dans la raquette, en tout cas dans la couverture entre Ambarès et Libourne, et ce trou dans la raquette, ce maillage territorial un peu distendu et ce besoin de proximité qu'ont les gens, qu'ont les habitants avec les forces de l'ordre. Ce besoin pourrait être comblé si ils parvenaient à se doter d'une brigade de gendarmerie. C'est d'ailleurs un projet qui était déjà dans les tuyaux il y a des années, hein, pour ne pas dire il y a des dizaines d'années, puisque j'en avais moi-même entendu parler quand j'étais arrivé à Izon il y a une vingtaine d'années. Donc voilà, c'est peut-être l'Arlésienne, j'en sais rien, mais en tout cas il y a une opportunité qui se présente à nous. On a été conviés à rencontrer le sous-préfet et les forces de gendarmerie, le général Barras en particulier, c'était cet automne, à la sous-préfecture de Libourne, confirmant par là même qu'il y avait effectivement une opportunité qui pourrait se présenter sur cette partie du territoire girondin. Et donc depuis ce 17 novembre 2022, on travaille à préparer une candidature pour que Izon puisse accueillir cette brigade de gendarmerie. Izon étant, me semble-t-il en tout cas, parfaitement bien placé géographiquement, une espèce de barycentre entre la compagnie de Libourne et la compagnie de Bouliac, entre Ambarès et Libourne. Voilà, Izon m'a l'air parfaitement placé. C'est donc une opportunité qu'il ne faut pas louper, en tout cas de mon point de vue. J'ajoute que la présence d'une gendarmerie, ça peut être gage de davantage de tranquillité publique, et que la tranquillité publique est le gage, a priori, d'une commune qui vit bien. La tranquillité publique fait partie intégrante du bien vivre à Izon, et nous avons été élus tous avant tout pour que l'on vive Izon, pour que l'on vive bien à Izon. Donc je pense vraiment que c'est une opportunité à ne pas louper. On a tout intérêt à tout faire, en tout cas, pour obtenir cette brigade de gendarmerie à Izon. Donc je vous propose d'approuver cette intention, d'approuver ce projet et d'accompagner la candidature de la commune à l'accueil d'une brigade territoriale de gendarmerie. J'ajoute tout de suite que ce projet, cette intention, bénéficie du soutien plein et entier de la CALI, tout particulièrement du président Philippe Buisson, que je remercie, qu'elle fait également consensus, que la candidature d'Izon fait consensus au sein de la CALI, y compris sur le territoire du Sud-Libournais. Et je remercie chaleureusement Jacques Legrand, le maire de Vert, de ce consensus trouvé. L'entente est parfaite avec Jacques Legrand sur le sujet. Grosso modo, nous allons présenter une candidature portée par la CALI et Izon, précisant que l'option A, c'est une brigade à Izon si on y parvient. Je vous expliquerai ensuite
à l'occasion de la deuxième délibération où serait au conditionnel cette nouvelle brigade, si on obtenait gain de cause. Et une option B, pourquoi pas, à Vert, à la frontière entre Izon et Vert, sur un foncier qui lui aussi présente bien des avantages. J'ajoute également que nous bénéficions du soutien du député Boudier sur ce sujet, et que je compte en partie sur lui pour convaincre Beauvau d'arbitrer en faveur d'Izon. Les premiers contacts qu'on a eus avec les forces de gendarmerie sont plutôt encourageants. On continue de préparer notre dossier de candidature. On a présenté hier un avant-projet au général Barras qui a, me semble-t-il, en tout cas été convaincu de la solidité de notre candidature et de l'intérêt pour les forces de gendarmerie d'avoir une brigade à Izon. Et il nous reste une semaine, 10 jours pour peaufiner ce dossier. Et donc on travaille à la schlag, les services travaillent à la schlag. Et j'ai bien conscience d'en demander beaucoup puisqu'il faut qu'on prépare tout ça dans un temps record. Y a-t-il des questions peut-être là, de manière très générale, je vous demande tout simplement là de m'autoriser à présenter cette candidature, de soutenir cette candidature et de m'autoriser à signer tous les documents et actes nécessaires à la présentation de cette candidature d'une manière très générale. Y a-t-il des questions peut-être, des observations critiques ou que sais-je? Non, pas de questions particulières, plutôt notre soutien sur ce projet. C'est OK pour tout le monde? Très bien. Je passe donc cette délibération au vote. Qui est contre cette candidature à l'accueil d'une brigade territoriale? Anne-Marie Sarrazin est contre. Très bien, Madame Sarrazin, je vous remercie. Y a-t-il des abstentions? Pas d'abstention. Très bien. Je vous remercie pour cette presque unanimité. Merci beaucoup. Autre délibération à l'ordre du jour. Il s'agit maintenant, en lien avec ce projet d'accueil, il s'agit maintenant de prescrire une révision allégée du PLU à objet unique dans l'objectif de lever tous les éventuels obstacles juridiques, en tout cas, à l'accueil de cette nouvelle brigade territoriale de gendarmerie. Le site qui est ciblé sur Izon se situe en face de la mairie, sur un terrain qui est pour l'essentiel propriété de la commune, terrain qui n'est pas classé en zone constructible à ce jour. Pourtant, on est pile poil en face de la mairie, ce qui peut surprendre, mais c'est un fait. On a une petite réserve foncière communale en face de la mairie qui n'est pas constructible. Je propose donc, afin qu'on aille aussi vite que possible, de procéder à une révision allégée du PLU à objet unique, donc portant uniquement sur ces parcelles en face de la mairie, ceci pour convaincre les forces de gendarmerie, pour convaincre le ministère de l'Intérieur en particulier et le ministère de la Défense de la pertinence de notre projet et pour les rassurer sur la faisabilité juridique et technique de ce projet. On n'a pas trop le choix, j'ai envie de dire. Je vais aller jusqu'au bout, en toute transparence. On a le choix entre deux procédures et très sincèrement, je n'ai pas de religion sur le sujet et je ne suis pas encore certain du choix qu'on fera demain. On a grosso modo le choix entre soit une révision allégée du PLU à objet unique, consistant donc à passer ces parcelles constructibles, c'est l'objet de la délibération présente, et puis l'autre possibilité qu'on a, et j'hésite encore, c'est de procéder à une déclaration de projet valant mise en conformité du PLU, s'agissant d'un projet d'intérêt général. La première passe par la révision du PLU, c'est celle que je vous propose ce soir. La deuxième passe, entre autres, par un arrêté du maire et par un arrêté du président de l'EPCI, avec ces deux procédures qui se ressemblent, mais qui pourraient peut-être même être parfaitement compatibles l'une et l'autre. Mais on joue sur deux tableaux pour l'instant. Je vous demande de délibérer ce soir pour pas qu'on perde de temps. Il n'est pas dit qu'on aille jusqu'au bout de la révision allégée, je le précise. Peut-être qu'on va opter dans quelques semaines pour l'autre procédure, mais pour prendre de l'assurance, en quelque sorte, je vous demande de délibérer dès ce soir sur cette procédure de révision allégée du PLU. Y a-t-il peut-être des remarques? Juste une question, du coup, comment sera fléché le terrain en zone
juste à urbaniser ou plus précisément que ça? Non, le terrain sera fléché en zone à urbaniser. De mon point de vue, sur ce terrain, c'est un terrain qui a à la fois vocation à accueillir un équipement collectif type gendarmerie et de l'habitat et ou des commerces. Et donc l'idée, c'est, on le verra en commission, comme on le fait depuis des mois, on verra en commission exactement quel sera le contenu de cette révision à objet unique, qu'est-ce qu'on fera de ces parcelles. C'est très exactement ce qu'on fait depuis plusieurs mois. Là, dans l'urgence en tout cas, il s'agit d'engager cette procédure. Ensuite, le process va être long. Une procédure allégée, c'est... bon, on me dit 12 mois. Moi, j'aimerais qu'on y parvienne en 9. On me dit que c'est impossible. Bon, on va quand même tenter de le faire en 9 mois, mais voilà, il faut compter entre 12 mois a priori. Ça veut dire que, comme on l'a toujours fait, on va d'abord lancer une procédure tranquillement. Il y aura un porté à connaissance. On va associer les personnes publiques associées. Il y aura du travail en commission qui sera fait. Il y aura une enquête publique, etc., etc. C'est juste un process classique en format un petit peu accéléré. Mais enfin, on va pas y aller en 3 mois pour le coup. Voilà. Donc, on aura l'occasion d'échanger, bien évidemment, et d'essayer de trouver un consensus sur ce qu'on fera en face de la mairie. D'accord, je vous remercie pour cette précision. D'autres questions peut-être? Très bien, je passe cette délibération au vote. Qui est contre cette délibération? Madame Sarrazin, évidemment, c'est logique. Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie pour cette quasi-unanimité. J'ai 2 décisions à vous communiquer. 2 décisions prises dans le cadre de mon pouvoir d'ordonnateur. D'abord, nous avons procédé à une provision pour risques et charges exceptionnelles en raison d'un contentieux qui nous oppose à une dame, dont je ne citerai pas le nom, je ne crois pas pouvoir citer son nom, à une dame en tout cas qui nous a signé devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un procès en responsabilité administrative classique. Enfin bon, on doit provisionner 10 000 euros. Cette dame réclame 7 550 euros, c'est ça, de préjudice? Ok. Et 1 500 euros en raison d'une expertise médicale. Donc, grosso modo, on provisionne 10 000. On pourra en parler plus longuement si vous voulez, mais c'est un contentieux dont on a déjà parlé. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Je crois que l'incident a eu lieu juste avant qu'on arrive, peut-être, quelques semaines avant que je sois élu. Bon, bref, passons. C'est une affaire qui traîne plus ou moins, mais il faut bien qu'on provisionne 10 000 euros. Et puis la deuxième décision, c'est piche que dalle. Dépenses imprévues en section de fonctionnement. Oui, ce sont les intérêts liés à l'emprunt que nous avons réalisé, effectivement, pour la première phase de l'emprunt auprès du Crédit Mutuel Arkea. Et donc, il y a 1 150 euros d'intérêts, c'est à peu près ça, qui ont été inscrits au budget. Voilà, 1 150 euros d'intérêts. Des questions? Je suppose que non. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.